Pour nous, c'est évidemment, d'abord, on est heureux de retrouver des aventuriers, comme Ange l'avait dit, hein, qu'on avait croisés, sur quelque chose qui n'était pas simple, qui était d'évaluer ce qu'on faisait finalement dans le cadre des aventuriers. Et pour faire ça, il faut définir ce qu'on fait. Donc, on a eu tout un travail important ensemble pour définir finalement ce qu'étaient les aventuriers, ce qu'étaient les démarches des aventuriers, en sachant pour nous, on s'intéresse dans le service que je dirige à l'Université de Mons à l'évaluation de dispositifs, bien sûr, c'est un peu dans ce cadre-là, à l'enseignement des sciences, et on a aussi un angle enseignement explicite, ce qui nous oblige à faire parfois des pirouettes ou des grands écarts, pour se dire finalement, comment est-ce qu'on peut conjuguer notre intérêt pour l'enseignement et les travaux des aventuriers, et aussi un certain nombre d'autres perspectives. On a plutôt une vision écuménique, de se dire l'important c'est d'apprendre, c'est de faire apprendre, c'est d'être dans cette perspective-là et de démontrer qu'on apprend effectivement. Donc comment on peut, même dans des activités qui semblent en apparence peut-être moins structurées, comment peut-on s'assurer qu'on est bien en train d'apprendre et qu'on est bien dans des activités scolaires et pas de l'animation socioculturelle. C'est quelque chose qui pour nous est important. Et voilà, je laisse la parole à Émilie, si elle le veut bien. Merci Marc, merci Ange pour l'invitation et merci à tous d'être là. Alors je vais commencer mon partage d'écran. Et est-ce que ça marche bien pour vous? Ça marche chez moi. Ok, super. Donc voilà, en fait la question avec laquelle on est parti aussi depuis le travail qu'on a fait avec les aventuriers et puis le travail qu'on a réalisé avec la main à la pâte et puis c'était réfléchir à comment approcher la complexité de l'éducation scientifique. Donc, il y a plusieurs façons de parler de la complexité de l'éducation scientifique. Et moi, aujourd'hui, j'ai choisi plutôt c'est les trois mondes de Popper qui sont repris par Orange Ravachol en didactique des sciences, qui donc eux identifient, on a envie de dire au moins, parce que peut-être qu'il y en aurait plus, trois mondes dans l'éducation scientifique. Le monde des objets scientifiques, le monde des constellations de connaissances et le monde de l'expérience. Et on pourrait se dire que, en fait, pour réduire la complexité d'une démarche scientifique, on peut déjà partir de ces trois mondes et se dire qu'on va aider les élèves à se positionner scientifiquement en précisant les objets étudiés et puis en identifiant, par exemple, les constellations de savoir mobilisées dans le monde des connaissances et puis en les aidant à exercer une activité scientifique qui va mettre en lien ces différents mondes et qui va faire sens pour eux. Alors, cette complexité, elle est importante à prendre en compte puisqu'on sait que tous les élèves ne l'approcheront pas de la même façon. Et en plus, les repères qu'on va leur apporter vont influer sur leur sentiment d'efficacité en sciences. Autrement dit, leur sentiment de compétence. C'est ce qui va aussi les aider à se sentir efficaces dans ce qu'ils font et puis, bien sûr, aussi à être efficaces dans ce qu'ils font. Donc, comment, sur cette question du sentiment d'efficacité personnelle en éducation scientifique, il nous semblait important de revenir un peu sur les travaux de Bandura, bien sûr, qui sont à l'origine du sentiment d'efficacité personnelle, mais aussi les travaux de Lepareur et Granja, Éric Mayer et Beyer, qui ont étudié ce sentiment d'efficacité dans l'enseignement des sciences spécifiquement et chez les élèves. Et donc, ils se sont basés sur les travaux de Bandura pour voir sur quoi les élèves se basaient. Est-ce qu'ils se fondaient sur les expériences de maîtrise, donc sur ce qu'ils avaient fait? Est-ce qu'ils se fondaient plutôt sur les expériences vicariantes? Donc, est-ce qu'ils se comparaient avec d'autres modèles qu'ils auraient dans la classe, par exemple un élève identifié comme bon ou ce que l'enseignant a fait auparavant? Ou est-ce qu'ils se basent plutôt sur les persuasions sociales, donc ce que l'enseignant dit, et aussi, ou encore sur les réactions physiologiques, comment ils se sont sentis dans la démarche scientifique?
Et donc, pourquoi c'est intéressant de se poser ça comme question? C'est parce qu'on va, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est qu'on va voir que les élèves qui ont un haut sentiment d'efficacité personnelle en sciences, et donc c'est aussi ceux qui vont, par exemple, plus facilement se projeter dans une carrière scientifique, ben, ce sont ceux qui accordent plus d'importance aux expériences de maîtrise qu'ils vivent et beaucoup moins d'importance aux expériences vicariantes, aux persuasions sociales et aux réactions physiologiques. En contrepartie, les élèves qui ont un faible sentiment d'efficacité personnelle, eux, ils vont plutôt prendre appui sur des expériences vicariantes, des persuasions sociales et des réactions physiologiques, qui sont, c'est assez évident, qui sont pas du tout, qui sont beaucoup moins pertinentes que la façon dont ils ont procédé pour travailler. Et donc, quand on sait, et donc ce que ces recherches ont aussi mis en évidence, c'est que ces élèves avec un faible sentiment d'efficacité personnelle en sciences, c'est voilà, typiquement les filles, par exemple, et puis les élèves qui sont issus de milieux socio-économiquement défavorisés, et donc ceux pour lesquels on a envie de travailler pour qu'ils se sentent donc plus efficaces et qu'ils arrivent eux aussi à maîtriser la démarche scientifique et pourquoi pas se projeter aussi dans d'autres démarches scientifiques à l'école ou après l'école. Donc la question un peu centrale, c'était comment renforcer le sentiment de maîtrise des élèves. Donc le sentiment de maîtrise, c'est un sentiment, mais c'est aussi la maîtrise de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas qu'un sentiment. Alors, une des premières choses qui sont mises en évidence dans les recherches, c'est de pouvoir, dès le départ, aider les élèves à identifier les savoir-faire, les savoir-être qui sont pertinents à différentes étapes de la démarche scientifique. Et ça, c'est d'autant plus important que la démarche scientifique comprend justement différentes étapes qui vont mobiliser différentes compétences, savoir-faire, savoir-être, et que les élèves ne vont pas forcément pouvoir se repérer dans les étapes sur lesquelles ils vont travailler. Et donc là, pour ça, par exemple, nous, on avait travaillé sur un poster avec des îles qui représentent les démarches scientifiques. Et puis, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi expliciter ce qu'ils apprennent et ce qu'ils expérimentent à chaque étape de la démarche scientifique. Et donc voilà, là, je vous apprends rien, mais disons que pour réfléchir un peu plus en termes de scénarisation pédagogique à ce qui peut être fait, on a été voir du côté des recherches sur l'apprentissage expérientiel. Donc, on pourrait penser que celles-ci s'inscrivent un peu en opposition à cette idée de guidage dans l'enseignement, puisqu'elles sont centrées sur l'expérience. Mais en fait, les recherches sur l'apprentissage expérientiel ont aussi évolué depuis les travaux de Dewey et de Kolb, et elles prennent en compte aussi des processus attentionnels et les recherches en neurosciences. Et donc, un des auteurs qui nous a semblé particulièrement clair sur cette démarche qui peut aider les élèves dans l'apprentissage expérientiel, donc comment apprendre de ces expériences, ce sont deux auteurs américains, Jeb Shank et Jesse Cruikshank. Ça, c'est le test de prononciation de la soirée. Et Jeb Shank et Jesse Cruikshank, vous voyez, j'insiste, ils ont mis en avant que pour apprendre de ces expériences, en fait, on ne pouvait pas partir de l'expérience, tout simplement de l'expérience, comme le pensaient Dewey et Kolb, mais qu'on a intérêt à mettre en place, avant même l'expérience, un cadrage de l'activité. Et donc, le cadrage de l'activité, c'est quoi? C'est pouvoir objectiver les buts d'apprentissage. Et donc ça, je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent, etc., mais c'est quand même quelque chose qui ressort aussi des entretiens qu'on fait avec les enseignants qui testent nos outils, dont certains viennent nous dire après coup, ah oui, c'est vrai, je pense pas forcément à leur dire avant, je leur dis l'activité qu'on va faire, mais les objectifs, je pense pas forcément à leur dire. Et donc ça, pour ça, nous, on a
on développe justement des objets, souvent des supports visuels qui vont permettre d'instaurer ça comme un rituel en début de séance et de pouvoir objectiver les buts d'apprentissage. Ensuite, il y a le moment de l'activité, le débriefing direct, la construction de ponts, j'irai un peu plus en détail après, et l'assimilation. Et donc, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans ce modèle, c'est que vous voyez, si on suit les numéros, on a d'abord le cadrage de l'activité elle-même, donc ce qui consiste principalement ça peut être une étape de la démarche scientifique, une activité liée à une étape de la démarche scientifique. Et puis, c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'ils ont déconstruit en fait les autres étapes qui arrivent après l'activité. Et c'est intéressant parce que c'est souvent là où on passe moins de temps, mais c'est aussi ce qui va permettre aux élèves de construire réellement des apprentissages sur base de ce qu'ils ont fait réellement. Donc, la première étape, c'est le débriefing direct. Et donc là, Schenk et Cruikshank, ils expliquent qu'il ne faut vraiment pas chercher à être exhaustif. En fait, souvent, après l'activité, on va passer beaucoup de temps à redire, voilà, à refaire le bilan, etc., ou à essayer de faire sortir de la bouche des élèves voilà, les réponses qu'on attend d'eux, etc. Là, eux, ils disent, en fait, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de vraiment venir pointer des éléments qui sont essentiels et qui vont pouvoir servir après aux apprentissages. Donc, ça demande aussi de pouvoir identifier ces éléments a priori. Et ensuite, autre point très intéressant, ce qu'ils disent, c'est là, on peut avoir une pause entre le débriefing direct et la construction de ponts. Et cette pause, en fait, elle fait quoi? Elle permet à l'expérience de se sédimenter en mémoire, au souvenir de se poser. Et donc, après, quand on revient à la phase de débriefing direct sur les infos, sur l'expérience qui s'est passée, on peut remobiliser des éléments du débriefing direct. Donc, c'est bien quand même d'avoir des traces à ce moment-là à remobiliser. Et puis, réellement construire des ponts entre ce qui a été vécu, donc toutes les étapes précédentes, le cadrage, les objectifs, les buts d'apprentissage, et ce qu'ils ont retenu juste après l'expérience. Et donc, c'est réellement là, après cette pause, qu'on est en capacité de structurer les connaissances et d'ancrer les apprentissages profondément. Et puis, il y a une autre phase qui est aussi intéressante, c'est l'assimilation. Et là, c'est la phase qui va être plus en lien avec ce qu'on connaît communément en sciences d'éducation autour des notions de transfert, etc. Le transfert des apprentissages. Donc, en fait, l'assimilation, elle va permettre de pouvoir s'approprier ces connaissances qui ont été structurées et de se dire, en fait, comment je vais pouvoir les réinvestir dans une autre expérience, dans d'autres domaines, dans le futur, dans d'autres situations, etc. Et donc, ce qu'on trouvait vraiment intéressant, c'est qu'il y avait vraiment cette étape de structuration sur laquelle nous, on travaille avec les outils qu'on développe autour de l'éducation scientifique, notamment les fiches qu'on a fait pour les s'aventuriers et pour les élèves de la main à la pâte. Et donc, bien sûr, tout ce processus repose sur un feedback régulier. Donc, concrètement, dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous êtes en train dans le MOOC que vous êtes en train de suivre, comment est-ce que ces différentes phases on peut les retrouver? Donc, le cadrage, par exemple, j'ai été rechercher dans les ressources qui vous sont proposées dans le MOOC. Ça peut être, il peut être fait à travers par exemple, dans le kit pédagogique, il y a des cartes produits, il y a des jetons à ajouter sur les cartes. Le cadrage, c'est juste introduire ces éléments et voir quelles sont les représentations que les élèves ont de ces éléments, essayer de situer le champ
des objets qui vont être étudiés dans la séance de démarche d'investigation. Donc, vous voyez, on revient un peu à ce qu'on disait au tout début avec l'image du bateau sur les mondes. Ben là, cette phase de cadrage, elle vise aussi à cibler l'objet étudié et les différents éléments associés qui vont être mobilisés. Et puis, elle est aussi super importante, comme on a dit, pour préciser les objectifs d'apprentissage. Et donc là aussi, dans les vademecum que les aventuriers vous proposent, il y a des objectifs pédagogiques qui sont très petits, là, ici, qui vous sont proposés. Mais le but, c'était pas voilà, d'aller en détail dans ces objectifs pédagogiques. Et comme vous le savez, ces objectifs pédagogiques, ils sont tirés de référentiels, et les référentiels, ils sont souvent très complexes eux aussi, et parfois même un peu indigestes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir extraire de ces référentiels des éléments essentiels pour pouvoir, dans le langage des élèves, leur expliquer quels sont les buts des apprentissages. Ensuite, il y a l'activité. Et donc là, ce que les recherches mettent en avant, les recherches sur l'attention et l'expérimentation, il y a un micro qui est allumé, je crois. C'est de pouvoir avoir des repères visibles pour que les élèves puissent libérer de la charge cognitive et ainsi favoriser une attention sans effort. Et donc là, je fais référence aux travaux de Sistan Mihaly sur le flow. Il y a aussi des collègues de l'Université de Lille, Jean Euth, qui ont travaillé sur cette idée d'attention sans effort. Et donc, c'est vraiment pouvoir être immergé dans l'activité, se sentir compétent. On retrouve là aussi l'idée de pouvoir se sentir compétent et concentré sur la tâche. Et donc là, c'est vraiment important d'avoir des éléments visuels qui permettent aux élèves de libérer de la charge cognitive, de se repérer quand ils passent d'une étape à l'autre et de pouvoir aussi s'accrocher au processus complexe. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème donc, je vais tout montrer à l'écran. Et ensuite, il y a donc le débriefing direct. Juste après l'activité, qui consiste à dire, ben voilà, quels sont les éléments essentiels qu'on retient. Et donc là, comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une trace. Ça peut être une trace d'élève, noter quelque chose. Ça peut être les traces de l'activité qui a été réalisée, parce que souvent, ce qu'on a vu dans le travail qu'on avait fait avec les enseignants, c'est que les élèves vont se repérer aux supports qui ont été utilisés, aux films qui ont été vus, aux images, etc. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à mobiliser beaucoup de traces dans ce débriefing direct qu'on va garder et qu'on va réinvestir après la pause dans la construction de ponts et dans l'assimilation. Et donc là, on peut vraiment, cette pause, elle peut être plus ou moins longue. Il n'y a pas vraiment pour l'instant, il n'y a pas de recherche sur la durée la plus efficace d'une pause pour réaliser des apprentissages. Mais Schenk et Cruikshank parlent par exemple d'une nuit de sommeil. Et ça permet ensuite de pouvoir venir rappeler en mémoire des éléments de la veille, qui ont été vus la veille, et puis de construire des ponts avec d'autres éléments qui sont aussi ancrés en mémoire, et donc de structurer les apprentissages pour qu'ils soient réellement durables. Et puis l'assimilation, et qui consiste là à se projeter dans le futur et à voir voilà, dans quelle autre situation on pourra utiliser ces compétences. Et alors, cette dernière étape d'assimilation, on la néglige souvent, et je le dis moi aussi en tant qu'enseignante, parce qu'on se dit, oui, ben, en fait, ils vont y arriver naturellement. En fait, tous les élèves n'y arrivent pas naturellement, et plus on va travailler sur le possible transfert à d'autres situations, plus on aura des chances que ce transfert soit efficace et qu'ils y pensent quand ils se retrouvent dans ces situations à proprement parler. Donc c'est quand même une étape importante qu'on a tendance à minimiser dans les séquences pédagogiques qu'on travaille avec les élèves.
Et donc, bien sûr, tout au long de ces étapes, comme je vous disais, et des étapes précédentes et de l'activité, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir rappeler aux élèves ce qu'ils sont en train de faire, etc. Et ça aussi, je le dis parce que c'est des choses que les enseignants m'ont dit qu'ils ne faisaient pas systématiquement. C'est-à-dire qu'on va plus facilement pointer des savoirs qui sont mobilisés que des compétences qui sont mobilisées. Et comme c'est une activité très complexe qui va mobiliser plusieurs choses, ben, on a intérêt en tout cas à pointer à la fois des compétences utiles pour la démarche scientifique et les connaissances qui sont mobilisées. Et donc, en termes d'objectivation de ces savoirs et de ces savoir-faire, et aussi en termes de feedback qui peut être apporté aux élèves de façon efficace, ben, je vous invite à vous référer au travail des collègues, dont Marc parlait justement, sur l'enseignement explicite, puisque celui-ci est vraiment focalisé sur les gestes professionnels et on a là dans ce nouveau bouquin qui vient de sortir beaucoup de pistes sur la façon voilà, d'apporter des gestes professionnels efficaces en classe. Et donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Ben, en fait, voilà, on sait, je fais un petit rappel, c'est une pratique complexe. L'objet d'étude va mobiliser des connaissances spécifiques, et donc c'est important de pouvoir délimiter le périmètre. Nous, on a utilisé dans un travail qu'on a fait sur la métaphore de la chasse au trésor pour représenter la complexité de l'éducation scientifique, ben, en fait, l'image de la carte. La carte, c'est le périmètre de l'objet d'étude, des connaissances qui vont être mobilisées pour l'objet d'étude. Et ensuite, se dire aussi que ben, les élèves ne vont pas retenir tous les mêmes choses et ne vont pas se référer aux mêmes repères pour avancer dans leur activité, et que donc on a intérêt à les aider à prendre conscience de leurs apprentissages pour qu'ils puissent développer un fort sentiment de maîtrise. Et ça passe bien sûr par toutes ces choses que je vous ai déjà dit: objectiver les apprentissages visés en début de séance, prévoir des outils pour favoriser l'attention en tenant compte de la charge cognitive des élèves, fournir un feedback régulier et spécifique tout au long de l'activité, et guider les élèves dans l'explicitation des compétences, puisque c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir les transférer à d'autres situations et qu'ils vont pouvoir les utiliser dans d'autres situations scientifiques complexes. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Le travail dont je vous parlais sur la carte, la métaphore de la carte au trésor, il est dans ce livre collectif sur l'école à travers l'art et la pop culture. Et là, on utilise des extraits des Goonies et de l'île au trésor pour expliquer cela. Et puis, vous avez l'ensemble des références ici. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.